n'importe qui peut avoir une bonne idée. Ma mère, dans sa cuisine, peut avoir une bonne idée télé. Et c'est comment on transforme l'idée en format, et encore plus en format qui est capable de voyager. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. Le magazine, le documentaire, la télé-réalité, les séries du réel, etc. ont vraiment pour point commun d'avoir à leur tête des gens qui sont des raconteurs. Et c'est ça notre métier, et c'est ça qui est chouette. Avant, il fallait peut-être revendiquer un certain talent particulier, etc. pour avoir le droit à sa petite minute de gloire. Et le Loft, ça a ouvert la porte juste à des personnalités. Et ça a changé quelque chose. We Are All Media, ce sont eux, mais aussi vous et moi, parce qu'au fond, on peut tous être un média. Et pour ce premier épisode, on démarre fort puisque j'accueille Florence Fayard, la directrice générale de Banijay Productions France. La marque Banijay ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est pourtant le premier groupe de production télé indépendant au monde, regroupant dans 16 pays plus de 50 sociétés, dont celle de Nagui ou Cyril Hanouna en France. Koh-Lanta, Fort Boyard ou l'île de la Tentation, c'est encore eux. Florence nous raconte son parcours impressionnant dans la télé, commencé avec Star Academy, puis le Loft 2 et aujourd'hui les Marseillais. On discute du métier de producteur, de la recherche d'idées au tournage, en passant par les négociations avec les chaînes de télé. Florence nous explique comment son équipe et elle cherchent sans arrêt à craquer les codes des formats de télé pour se réinventer, avec comme unique objectif de raconter des histoires. Restez bien jusqu'à la fin, car on parle des nouvelles plateformes de streaming ou des contenus vidéo sur les réseaux sociaux. Et Florence donne, avec recul et humilité, des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans le grand bain de la production audiovisuelle. Bonne écoute. Bonjour Florence. Bonjour. Florence, je suis honoré de t'avoir. Et surtout, donc en préambule, sache que tu seras le premier épisode de We Are All Media. Oh je suis flattée. Et parce qu'en fait, je me suis dit, Banijay est en passe de devenir le premier producteur télé indépendant mondial. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, tu seras la première. Voilà. Mais c'est gentil. Je suis ravie d'être avec toi. Merci. Avant qu'on démarre, je voulais juste faire un petit rappel de ce qu'est l'empire Banijay. En France, c'est le groupe qui produit Koh-Lanta, Touche pas à mon poste, les Marseillais. N'oubliez pas les paroles, l'île de la Tentation. Vous avez aussi les sociétés de Nagui, Cyril Hanouna, plein d'autres. C'est aussi 61 marques dans 16 pays. Vous faites en termes de contenu du flux, du docu, de la fiction. Vous faites tout en fait. Je sais pas si j'oublie quelque chose, tu me le dis, mais... Non, c'est ça. Banijay, c'est un grand groupe mondial aujourd'hui. C'est un groupe, à la base, qui est un groupe français. Donc, on est assez fiers de ça aussi. Après, c'est vrai que moi, je dirige Banijay Productions, qui n'est qu'une des filiales de Banijay en France. Et comme tu l'as dit, il y en a d'autres comme ALP Productions, comme KM, comme H2O, comme R Productions et encore d'autres. Donc, oui, c'est une grande famille, Banijay. Une grande famille, exactement. Et donc, toi, effectivement, c'est Banijay Productions en France. Vous produisez les Marseillais, notamment. Je regardais là un peu les chiffres de la dernière série qui était les Marseillais contre le reste du monde, où je voyais les chiffres, vous faisiez presque 800 000 téléspectateurs par jour. Oui, ça marche très bien. Voilà. Ça marche très bien, surtout que ce qui est intéressant, c'est de voir les audiences cumulées avec les 4 écrans qui arrivent un peu plus tard. Et c'est vrai que tous les soirs, au final, on dépasse le million de téléspectateurs, on en est très fiers. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc voilà, ça, c'était un peu pour les premières présentations. Ensuite, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est que le métier de producteur, c'est un métier, moi, personnellement, qui m'a toujours fasciné. Et je trouve qu'en fait, il n'est pas très connu. C'est un métier, je pense, qui est un peu à la frontière entre marketing, un peu de gestion, un peu de comptabilité, un peu de créativité. Il y a plein de métiers dans le métier. Et en fait, l'idée, c'est qu'on parle un peu de ce métier, de ton métier, toi, comment tu l'exerces. La première chose, moi, ce qui m'intéresse avec les invités, souvent, c'est leur parcours. Et en fait, les choix qu'ils ont faits, comment ça les a amenés où ils sont aujourd'hui. Et du coup, la première question que je voulais te poser,
c'est comment tu es arrivé dans ce secteur. Est-ce que tu as eu un déclic quand tu étais jeune en te disant je veux faire de la production télé, ou est-ce que c'est une suite d'opportunités, de hasard Alors, je dirais peut-être une suite de hasard, parce que pour le coup, moi, au début, alors j'avais pas pensé à la télévision quand j'étais au lycée. Ouais. Je me suis pas dit, tiens, je veux faire de la télévision. Moi, j'ai fait mon lycée à l'étranger, au Maroc. Quand je suis arrivée en France à 18 ans, je suis allée assez banalement en fac de droit. Okay. Et je m'y suis pas plu. Ouais. J'étais à Toulouse à l'époque. Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, je me suis renseignée un peu sur les différentes écoles qui existaient à Toulouse autour de moi. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait un BTS audiovisuel. Okay. Donc, je suis allée un peu me renseigner sur ce que c'était. Je me suis dit, tiens, ça a l'air plutôt sympa. Ouais. Et j'ai posé mon dossier. Donc, ça s'est fait vraiment un peu par hasard. Et à la base, j'étais peut-être plutôt même attirée par l'aspect spectacle vivant que par l'aspect télé. Okay. Et puis finalement, ce BTS, je me suis régalée. C'était très sympa, c'était très intéressant. Ça m'a complètement ouvert à ce niveau-là. Et j'ai fait des stages. Je les ai fait d'abord le premier dans une boîte qui faisait de la 3D, de l'animation 3D. Okay. Et mon deuxième stage, finalement, a été chez Endemol qui venait de lancer le Loft à l'époque. Ah oui. Okay. Et puis ça m'a plu et je suis restée en télé comme ça en fait. Et justement sur la partie BTS, juste pour qu'on comprenne, c'était assez technique en fait ce que vous appreniez ou c'était assez généraliste ? Il y a un peu des deux. Il y a une première partie qui est générale sur l'ensemble des professions du métier, de bien comprendre cette industrie entre guillemets. Et ensuite il y a des spécialisations à l'époque, parce que c'était pas l'année dernière. Production, image, son, etc. Moi j'étais en production. Et puis moi, c'est vrai qu'à la fin du BTS, je me suis dit quand même, c'est pas assez, j'ai envie de voir plus. Et j'ai fait la Sorbonne Nouvelle et pour le coup, j'ai fait. Là, j'étais plus en cinéma, mais toujours autour de l'image en fait. Et c'est là où j'ai pris le virus du contenu en fait. Okay. Donc entre le BTS et le cinéma, j'avais un aspect technique, un aspect un peu plus artistique. Et c'est vraiment après que je me suis lancée concrètement, quoi. Ok. Et donc, mais quand tu étais plus jeune, toi, tu regardais beaucoup la télé ou vraiment, encore une fois, c'est... Alors ouais, moi, j'ai toujours aimé l'écran, les histoires. Alors la télé, pas forcément accro à la télé, parce qu'une fois de plus, j'ai pas grandi en France, donc j'avais pas autant de chaînes de télé à l'époque. Mais dès que je pouvais, je regardais du contenu. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on raconte des histoires. Finalement, c'est ça mon métier aujourd'hui. Et j'aimais déjà regarder des histoires à la télé. Donc, en fait, c'est plus ça qui m'a attirée. C'est la mise en image et le récit. Très bien. Et du coup, en fait, toi, tu as fait tes premiers stages en prod, dans des boîtes de prod. Ouais. Et j'imagine que quand tu travailles dans une boîte de prod qui fait de la 3D et une boîte de prod qui fait Endemol qui fait le Loft, c'est deux façons de voir la production qui sont très différentes. Ouais, rien à voir, Oui, rien à voir. C'est pas les mêmes industries, mais après, quand on est au stade de nos études, c'est quand même intéressant d'aller justement chiner un petit peu à droite à gauche, de voir comment ça se passe et d'un coup d'attendre d'avoir le déclic, de savoir qu'on est là où on doit être en fait. Et donc, on va revenir. Donc là, tu me parlais de Love Story, c'est super intéressant parce que en réfléchissant tout à l'heure de la télé-réalité et autres, moi, je me suis rappelé la première fois que j'ai entendu parler de Love Story. Alors, c'est vrai que je suis passé à côté du lancement. Je sais pas pourquoi. J'ai pas vu le premier épisode. Et je me rappelle le lendemain, tout le monde en parlait. C'était incroyable. C'était dingue. C'était fou. Et toi, tu as travaillé dessus, donc tu savais. Moi, j'ai travaillé sur le Loft 2. Ah, sur le Loft. Après, j'ai commencé vraiment à travailler sur Star Academy numéro 1. D'accord. Et ensuite, ça avait enchaîné chronologiquement avec le Loft 2. Le Loft 1, j'étais spectatrice. Ok. Et donc, du coup, tu te rappelles la première fois que tu es tombée dessus ? Oui, je m'en rappelle. Moi, j'avais adoré. Adoré. J'étais fascinée. Alors, j'étais aussi fascinée par le phénomène. C'est vrai que ça a été dingue et à l'époque, je n'ai évidemment pas participé à ça, mais j'aurais jamais osé m'inscrire même, en vrai. Mais je trouvais ça fascinant et j'ai fait complètement partie de ceux qu'on regardait. Mais j'ai regardé le Loft à 100%. Ouais. Ah oui. Ouais, non, mais moi, je me rappelle, c'était en plus de... Aujourd'hui, ça paraît... La télé-réalité, ça paraît... C'est normal, rentré dans notre quotidien. Ouais. Mais à l'époque, c'était un vrai événement et il y a pas grand-chose qui a fait un événement en télé dans les 10 dernières années. Non, clairement, je pense qu'en tout cas en France, il y a eu un avant et un après le Love. Ça a bousculé les codes, Exactement. Ça a changé la façon de raconter et ça a bousculé aussi, je pense, l'accessibilité à la télé pour les candidats. Oui. C'est-à-dire qu'avant, il fallait peut-être revendiquer un certain talent particulier, etc., pour avoir le droit à sa petite minute de gloire, parce qu'on en revient finalement à ça. Et le Love, ça a ouvert la porte juste à des personnalités. Et ça a changé quelque chose.
C'est vrai que maintenant, à l'époque en tout cas, il y avait effectivement que des gens qui avaient un talent ou qui étaient professionnels dans quelque chose. Ouais, qui avaient quelque chose à vendre en fait. Ouais. Voilà. Et en fait, dans le loft, pour la première fois, c'était des gens comme n'importe qui. On pouvait se dire, ouais, lui ou moi, c'est la même chose. Et c'est ça qui a changé, je pense, beaucoup le regard aussi sur la télé, c'est que d'un coup, c'est devenu accessible. Ouais. Et d'ailleurs, on va y revenir parce qu'avec les réseaux sociaux, en plus, c'est un phénomène vraiment qui s'est amplifié. Et donc, si on reprend un peu chronologiquement, tu as travaillé sur le Star Academy d'abord. Ouais, moi j'ai démarré en stage sur Star Academy, le numéro 1. J'étais très fière de ça. Pareil, c'était incroyable aussi. Moi, ça a vraiment été mon premier contact avec la télé-réalité, puis avec le monde professionnel sérieux. C'était l'industrie là. C'était super. Ouais. Et moi, j'en ai un super bon souvenir. J'ai été accueillie par une équipe qui était géniale, qui était hyper compétente, qui était hyper stimulante. Okay. Et moi, clairement, ça m'a donné le virus. Ouais, ça m'a donné envie de continuer là-dedans. Et à la fin de ce stage, on m'a proposé de rester. On m'a proposé du coup mon premier job. Okay. J'ai dit oui sans hésiter. Et je suis restée quelques années intermittente, mais je travaillais énormément pour le groupe Endemol et sur les télé-réalités. Donc c'est une chose en a entraîné une autre assez facilement en fait. Et donc en fait, au bout d'un moment, tu as été un peu experte dans les programmes de télé-réalité, ou est-ce qu'entre-temps, tu as fait aussi d'autres types de contenus les premières années, j'ai enchaîné, mais c'était très intéressant parce que c'était des grosses machines de production, les Star Academy. En fait, tout cet enfermement, c'était un système de production qui était inédit et qui était extrêmement fascinant pour quelqu'un qui débutait comme moi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être assistante de production, régisseuse. J'ai même été nounou candidat. J'ai un peu tout fait sur ces produits-là. De fil en aiguille, je suis devenue chargée de production. Et là, effectivement, au bout de quelques années, j'ai un peu pris le pli de me dire je vais ailleurs et je vais voir d'autres choses parce qu'il est important de voir d'autres choses avant de se dire je reste dans la télé-réalité ou pas. J'ai fait un petit peu de magazine. Je me suis très clairement beaucoup moins amusée, même si j'ai trouvé ça très intéressant, mais c'était un peu moins moi. Je pense que le divertissement était quand même un petit peu plus dans mon ADN. Et une fois de plus, à l'époque, j'étais sur les métiers de la production. Donc c'est pas vraiment la même chose. C'est pas comme d'être du côté éditorial. Et donc, c'était moins excitant sur les métiers de la production pour moi de préparer un doc qui se tourne à l'étranger, etc. Plutôt que d'être à côté de grosses machines où il y a je ne sais combien de personnes qui travaillent à la journée. Pour moi, les grosses machines de télé-réalité étaient assez excitantes en prod pure. Donc, assez naturellement, j'y suis retournée. Et au bout d'un moment, effectivement, là, je me suis rendu compte en fait que les métiers de la production, moi, me satisfaisaient pas complètement. J'étais attirée par l'éditorial. J'ai eu de la chance de bosser avec des producteurs et des productrices qui m'ont laissé la possibilité de m'exprimer à ce niveau-là. Et donc, du coup, j'ai senti que j'avais une appétence pour ça. Alors, juste quand tu dis l'éditorial, c'est-à-dire... L'éditorial, c'est ceux qui sont vraiment plus... donc, c'est les métiers de journaliste, rédac-chef et même producteur. En général, c'est des profils éditoriaux avant tout. C'est ceux qui vont être responsables de l'histoire, de la créativité, du contenu, du récit. Tandis que les métiers de la production vont être garants de la mise en œuvre logistique, technique, juridique, financière, etc. Donc, c'est une bonne émission, c'est un bon mélange de ces deux équipes-là. Mais à la tête des émissions, quand on dit producteur, c'est quelqu'un qui chapeaute l'ensemble, donc a une vision générale et qui va avoir son équipe édito et son équipe production à driver. Et pour le coup, voilà, au début, on se cherche un petit peu. Moi, les premières années que j'ai fait en production m'ont apporté beaucoup de choses, et notamment des connaissances techniques, des connaissances juridiques, une logique logistique. Et sur le coup, je ne le savais pas, mais en fait, ça me sert énormément aujourd'hui encore d'avoir eu la chance de faire les deux. Voilà, et ça m'a complété énormément. Je pense que ça m'a beaucoup apporté. Mais après, quand j'ai décidé de me dire, bon, OK, on va essayer de passer plus du côté éditorial, j'ai tout recommencé à zéro, parce qu'il fallait refaire ses preuves, c'est un autre métier. Mais j'avais la chance d'avoir déjà croisé des gens super et qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de le faire, parce que de faire le pont entre les deux, c'est peut-être pas toujours facile. Donc là, j'ai eu la chance d'être accompagnée par des gens très bien. Et moi, j'ai une question. Bon, t'as pas fait, à part la télé-réalité, t'as fait quelques magazines et autres, mais est-ce que tu penses que tu peux...
apporter quelque chose en venant de la télé-réalité sur d'autres secteurs et inversement, c'est-à-dire en allant dans le magazine, tu as rapporté des choses. Non, bien sûr. Moi, après, par la suite, ça fait quand même maintenant plus que quelques années que je travaille. J'ai du coup eu l'occasion de travailler sur d'autres choses, sur du divertissement, sur du magazine, sur du doc. Ça s'est fait au fur et à mesure. Même si mes premières années étaient complètement concentrées sur la télé-réalité. Et évidemment, notamment quand je suis passée un peu sur le côté série, doc du réel, etc., la notion d'histoire, la notion de récit, c'est la même. Et quelqu'un qui sait raconter une histoire, peu importe le contexte de l'histoire, il sait raconter. Et c'est ça qu'il faut. Il faut raconter une histoire. Et les gros points communs, pour moi, dans tous ces métiers-là, alors peut-être que je mettrais le divertissement et le gros divertissement de plateau et la fiction un peu différente, mais entre le magazine, le documentaire, la télé-réalité, les séries du réel, etc., ont vraiment pour point commun d'avoir à leur tête des gens qui sont des raconteurs. Et c'est ça, notre métier, et c'est ça qui est chouette. Et avec vraiment un truc que moi j'aime plus que tout, c'est aller chercher les gens. Chercher les gens. Donc, quand c'est une démarche plus magazine, plus documentaire, c'est d'aller chercher leur histoire, d'aller chercher ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils veulent porter comme message. Quand c'est de la télé-réalité, c'est d'aller chercher des personnalités, d'essayer de les comprendre et d'essayer de les amener à se révéler quand même devant la caméra de plus en plus. Donc, il y a quand même un vrai point commun et une démarche commune. C'est exactement ce que je veux dire, c'est-à-dire que moi je me rappelle aussi, on en reparlera peut-être, mais Jersey Shore à l'époque qui est sorti, qui a certainement influencé un peu les formats après vous. En tout cas, qui a le mérite de faire le tour du monde et qui était suffisamment marquant, parce que quand même un petit peu trash. Ouais, un peu trash. Suffisamment marquant pour qu'on s'en souvienne. Ouais. Mais et moi à l'époque où je regardais ça, parce que effectivement je le regardais d'un œil, et encore une fois c'est l'événement, pourquoi c'est aussi populaire. Et il y a un côté un peu, je trouvais, documentaire dans le sens où, comme tu dis, c'est tourné autour de personnes. Alors après, c'est des personnalités, etc. Mais il y a un peu ce côté, on apprend à découvrir des gens qui sont pas forcément comme nous. Et je retrouvais un peu ce que je vais chercher quand je vais regarder un documentaire. Et du coup, voilà, je voulais savoir si toi, c'est des choses. On le regarde pas, je crois, de la même façon. C'est-à-dire qu'un documentaire, un documentaire ou un magazine, on vient chercher pour certains des points de vue, pour d'autres un axe d'histoire. On sait ce qu'on vient voir. Quand on allume, par exemple, on va prendre l'exemple des Marseillais, mais quand on allume les Marseillais, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'épisode, on ne sait pas quel est l'enjeu de fin de l'épisode, puisqu'il n'y a pas de mécanique de jeu, il y a pas tout ça, et on vient effectivement suivre des histoires un peu comme on pourrait venir suivre un sitcom. Mais sans savoir la fin, sans savoir tout ça. Mais le point commun avec le côté doc, c'est que par contre, c'est des vrais gens. On n'est pas dans la fiction, leurs rôles sont pas écrits, les scénarios sont pas écrits. C'est ce que je trouve bien plus intéressant en vrai. Et donc forcément, on s'inscrit dans une démarche de réalité qui crée un entre-deux de consommation entre le doc et la fiction, quoi. Non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment un mix un peu des deux. Et du coup là, donc si on revient sur toi, ton parcours donc, après Love Story, Star Academy, à quel moment tu passes côté Banijay et là vraiment parce que là je passe côté Banijay bien plus tard. Entre temps, moi j'étais intermittente, donc j'ai fait des missions chez plein de boîtes. J'ai fait du jeu plateau, j'ai fait du doc, j'ai fait du magazine, j'ai fait pas mal de trucs. Pour différentes chaînes d'ailleurs Pour différentes chaînes et pour différentes sociétés de production qui m'embauchaient. Et après, je la bascule moi-même, je ne sais plus comment ça s'est passé. Je suis retournée un petit peu, j'étais en interne dans le groupe M6. Après, je suis retournée un petit peu sur Starac, Secret Story et compagnie. On revient toujours à ses premiers amours finalement. Et c'est vrai que c'est après tout ça où Banijay venait de se monter. Et il y avait une filiale à l'époque, ALJ Productions, qui était dirigée par Alexia Laroche-Joubert, que je connaissais de l'époque où elle était chez Endemol un petit peu. On se connaissait pas beaucoup, mais on se connaissait un petit peu. Donc je me suis permis d'aller toquer à sa porte en lui disant voilà, je cherche de nouvelles aventures. Et elle m'a donné ma chance. Elle m'a fait rentrer chez Banijay. J'y suis restée, j'y suis encore. mais je fais une petite parenthèse parce que c'est intéressant la façon. On dit souvent dans les médias, c'est de la cooptation. Les gens, il faut connaître plein de gens pour pouvoir rentrer. Donc toi, effectivement, tu avais déjà fait des choses, tu connaissais des gens. Mais là, ce que tu nous dis, c'est que finalement,
t'étais juste allé voir Alexia et... Moi, je crois beaucoup aux bonnes rencontres. J'ai eu beaucoup de personnes intéressantes sur mon parcours en télé. Alexia en fait bien sûr partie, mais il y a pas eu qu'elle. Avant elle, il y a eu d'autres personnes comme Sylvia Kahn. Il y a vraiment des gens qui m'ont, à un moment, ont aidé, tendu la main, m'ont dit OK, je crois, on y va. Et ça, c'est chouette. Après, moi, franchement, j'ai débarqué là-dedans. Moi aussi, tout le monde m'avait dit, voilà, le piston, il faut connaître des gens. Moi, je connaissais personne quand j'ai débarqué là-dedans. J'ai commencé en stage et les choses, elles se sont faites toutes seules. Moi, je crois beaucoup au fait de travailler, en fait, pour obtenir les choses. Et on croise... Voilà, moi j'ai toujours beaucoup travaillé. J'ai eu très peu de périodes, même quand j'étais intermittente. Je me battais plus avec moi-même pour réussir à prendre des vacances qu'autre chose. Donc je travaillais. Et c'était payant. Et comme j'aime mon métier, ça m'a pas gêné de travailler beaucoup. Donc c'est ça. C'est des métiers hyper... alors, très chronophages, ça y a pas de doute, mais qui sont aussi très passionnants. C'est un gros travail d'équipe. Donc je trouve que ça aussi, c'est très stimulant et ça donne envie de continuer. Et quand on a la chance d'être sur des beaux projets, moi j'ai toujours suivi les équipes et les projets. J'ai toujours fait mes choix par rapport à ça. J'ai jamais vraiment fait de plan de carrière. Et puis au final, ça s'est plutôt bien passé. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais moi ce que je regarde, ce que j'aime, c'est les gens dans le contenu. C'est aussi vrai dans le parcours professionnel. C'est ça qui te drive. Donc très bien, donc tu vas voir Alexia et là elle te dit OK, on y va. Donc là tu rentres chez Banijay. Donc là je rentre chez Banijay, puis après les choses se sont enchaînées. Avec c'était quoi les premiers tu te rappelles les premiers quand je suis arrivée chez Banijay, notre première mission, en l'occurrence avec Alexia, ça a été de me mettre en place Dilemme. Ah oui, je me rappelle. Ouais. Une émission de télé-réalité. C'était sur TF1 ? Non, c'était sur W9. Sur W9 déjà. Ouais. Et ça a été le premier gros événement sur W9 et on a créé Dilemme, on l'a produit. C'était pas un format existant ? Non, c'était une création Banijay. Ouais. Donc ça c'est super intéressant de bosser sur un projet comme ça où tu crées le format. De toute façon c'est la meilleure chose qui puisse arriver à des producteurs. C'est là où on s'amuse le plus. C'est d'avoir la chance de créer, de la fierté de mettre un format original à l'antenne. On est toujours très fiers de le faire. Et derrière, en plus, quand ça marche, quand c'est bien produit et que ça marche, c'est du bonheur. Et chez Banijay Productions, en l'occurrence, toutes les émissions, les grosses émissions qu'on a à l'antenne aujourd'hui sont des créations. Les Ch'tis étaient une création, les Marseillais en sont une, les Marseillais contre le reste du monde aussi, Moundir et les Apprentis aussi, une saison aux Zoo aussi. Donc, on est très fiers, nous, de notre capacité à créer des nouveaux formats français. Et d'ailleurs, parce que Banijay, il y a aussi Banijay Rights. Ouais, bien sûr. Vendez Est-ce que là, par exemple, dans Dilemme, vous avez vendu le format après ailleurs ou est-ce que... Le format, c'est un petit peu exporté. Okay. J'avoue que là, ma mémoire me fait un peu défaut. Mais oui, c'est un peu exporté. Il y a eu une version étrangère, je ne sais plus dans quel pays. Ouais. D'accord. Et là, c'est pareil, quand vous créez des nouveaux formats ou des nouveaux concepts, l'idée derrière, dans le groupe aussi, Banijay, c'est de pouvoir revendre le format. C'est tout l'intérêt d'un groupe, c'est d'avoir la chance d'avoir tellement de filiales à travers le monde que les formats peuvent voyager facilement. Donc ça, c'est pareil, de voir son petit bébé qui peut voyager, c'est quand même très sympathique. Et à l'inverse aussi, pour nous, la grande chance, c'est de pouvoir échanger avec des producteurs du monde entier qui sont Banijay aussi. Et donc, du coup, l'échange d'informations et de formats est privilégié. Donc ça, c'est quand même très intéressant quand on fait partie d'un groupe international comme celui-là. Ouais. Ok, donc après, là, depuis que tu es rentré à Banijay, en fait, tu es resté dans la maison. Je suis quelqu'un de fidèle. Super. Et écoute, parfait. Ça nous amène en fait à aujourd'hui, en fait, et à ce que je disais en préambule, c'est quoi le métier de productrice ? Bon, on a compris qu'il y avait une partie effectivement édito, il y a une partie un peu plus gestion de projet, je sais pas comment on peut l'appeler. Oui, c'est ça. Ouais. Y a une partie quand on est producteur, il y a déjà une partie recherche d'idées, une partie création. Donc là, par exemple, tu travailles avec une équipe. Au sein de Banijay Productions, on a une équipe créa qui est là, qui a pour rôle à la fois de créer de nouveaux formats, mais aussi d'être en recherche de tendances, qu'est-ce qui se fait, et pas uniquement ce qui se fait en télé, les tendances générales pour essayer de s'inspirer de l'air du temps et de trouver les bonnes idées au bon moment. Donc ça, c'est un travail quand on est producteur qui est
qui est très intéressant, très excitant, et il y a beaucoup d'idées qui sortent pour tellement peu qui finiront à l'antenne, mais en même temps, dès qu'il y en a une qui sort à l'antenne, ça fait oublier toutes les autres qu'on a mis à la poubelle. Donc c'est assez sympathique. Juste si on s'arrête sur cette partie-là qui est super intéressante, je trouve, de chercher des idées, etc., parce qu'il y a certainement beaucoup de gens qui ont des idées tout le temps. Comment vous est-ce que vous avez un process pour cette recherche d'idées, genre de la veille Après, tout le monde a un peu sa méthode, hein, mais c'est parce qu'en fait, effectivement, c'est exactement ce que tu dis. N'importe qui peut avoir une bonne idée. Ma mère, dans sa cuisine, peut avoir une bonne idée télé. Après, ce qui est difficile, c'est comment je transforme cette idée en un programme télé, parce que ça a l'air de rien, un programme télé, mais il y a souvent une structure, souvent une mécanique dès qu'il y a du jeu, etc. Et c'est comment on transforme l'idée en format, et encore plus en format qui est capable de voyager. Donc là, c'est encore l'étape d'au-dessus. Et c'est ce travail-là où là, bien sûr qu'il y a des méthodes. Il faut beaucoup connaître ce qui se fait partout. C'est l'expérience. Pour acquérir des réflexes de mode de réflexion. Moi, j'appelle souvent ça, il faut craquer les codes. C'est ce qui est assez intéressant. C'est de se dire, voilà, aujourd'hui, on a l'impression qu'une émission, par exemple, d'immobilier, elle se passe forcément comme ça. Non, il y a forcément une autre façon de la faire, un autre axe à tirer, une autre façon d'aborder le sujet. Et c'est cette recherche-là qui est intéressante. Et cette recherche, tu l'as fait soit effectivement en recherche de tendance, en recherche de chercher le sujet du moment, soit ce que nous, on fait aussi beaucoup, parce que une des choses fortes chez nous, dans notre ADN, c'est le casting. Ce qu'on disait tout à l'heure, on a tout basé, nous, sur la recherche des personnalités. Donc, l'autre façon de réfléchir aussi, c'est de chercher des gens et de construire autour d'eux une idée. Donc, c'est un peu les deux approches possibles. D'accord, c'est super intéressant. Et donc une fois que vous avez l'idée, donc vous brainstormez, à quel moment vous dites ça c'est bon, on creuse. Enfin, combien vous creusez d'idées, jusqu'à quel point, et à quel moment vous dites bon là honnêtement, il y a pas de règle, parce que sur une même idée, surtout si c'est par exemple un jeu et qu'il va y avoir une mécanique. Le game, ça va être d'aller tirer toutes les ficelles de mécanique possibles jusqu'à qu'il y en ait une qui marche jusqu'au bout. Parce que des fois, il y a des idées qui marchent au début de la réflexion, mais qui s'écroulent quand on pousse un petit peu le bouchon. Donc là, il faut aller chercher celle qui marche jusqu'au bout. Après, il faut se dire, est-ce qu'avec cette idée, en fait, j'obtiens suffisamment de matière, d'histoire pour avoir quelque chose à raconter qui tienne la route? Est-ce que les enjeux, ils sont suffisamment forts par épisode pour l'ensemble de la série? Là, pour le coup, un peu comme une fiction, on cherche les arcs narratifs principaux et les axes secondaires qui sont liés à la mécanique de jeu. Est-ce que là, je me dis que oui, j'ai moyen, par exemple, de tenir une émission capable d'aller faire un prime. Et pour tenir les gens sur du prime, les gens, ils sont chez eux, ils sont fatigués, le soir, ils regardent, il faut quand même les tenir avec quelque chose. Donc ouais, il y a tous... Et puis, il n'y a pas de recette magique. Hein. Non, il n'y a aucune recette magique, sinon ça serait génial. Mais non, c'est pas le cas. Il y a des fois des très bonnes émissions qui ne trouvent pas leur public, et l'inverse est vrai aussi, hein, des trucs un peu moyen, mais finalement où tout le monde... T'as un exemple là comme ça ou... Non, je ne citerai pas d'exemple. Mais du coup, voilà, il n'y a pas de recette magique et il faut se faire confiance, parce que c'est le seul point. Et quand vous dites là, c'est super, je pense qu'on a un truc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu un face-à-face, je sais pas un face-à-face, mais une réunion par exemple avec les équipes d'une chaîne où vous dites là, on a vraiment... déjà, quand on a une idée, en général, on se dit... Voilà, déjà, on réfléchit à quelle chaîne, parce que on peut partir de l'air du temps pour chercher une idée, mais on peut aussi partir de tiens, par exemple, cette chaîne, elle cherche plutôt ci ou ça, on va chercher dans ce secteur-là. Donc, soit on a réfléchi en pensant à une chaîne, soit on a réfléchi de façon plus ouverte, et là, après, on se dit, OK, quelle chaîne, quelle case et après, on essaye d'aller démarcher intelligemment par rapport aux besoins potentiels qu'ont les chaînes, quitte à réadapter encore un petit peu notre idée pour que ça leur colle plus à leur ADN, quoi. Donc, tu fais une étude, je schématise, tu fais une première étude de marché en disant, bon, voilà, telle chaîne, elle cherche plutôt ça en ce moment, etc. Et tu marketes un peu peu ton produit, si je peux l'appeler comme ça, ton contenu, pour aller dans le sens de la chaîne. Et après, tu vas les voir. Et après, on va les voir. Ou de toute façon, si on avait d'abord une idée, on va effectivement la modeler à l'ADN de la chaîne avant d'aller le proposer à cette chaîne-là. Et ensuite, quand on rencontre une chaîne, on leur pitch. Donc là, pour le coup, c'est complètement le rôle du producteur qui arrive et qui pitch son idée, qui leur explique et le concept et les points forts et pourquoi ça a été réfléchi pour eux et pour une certaine case et pourquoi on peut y croire. Voilà. Et après, la chaîne... soit des fois, on est complètement à côté pour plein de raisons qu'on ne savait pas, parce que évidemment, ils ont eux aussi leurs secrets. Donc, pour plein de raisons, ils peuvent
ne pas chercher cette thématique ou ne plus chercher pour cette case ou voilà. Où ils y croient pas, on n'est pas obligé de tous croire en la même chose. Et puis il y a des fois où ça match et on va un petit peu plus loin dans le process. Après, il va y avoir aussi une réflexion budgétaire, une réflexion d'incarnation. C'est-à-dire qu'entre le moment où une chaîne dit ça peut nous intéresser, on va continuer à faire évoluer l'idée avec la chaîne. Il peut y avoir des mois et des mois qui se passent pour finalement aboutir à on ne le fera pas. D'accord. Donc voilà, et puis il y a des fois, ça peut aussi se passer et ça finit à l'antenne. Mais c'est un long process et c'est un process de partenaire entre la chaîne et le producteur. Donc, ça prend des mois, on échange, on retravaille notre copie, on travaille le budget. Parce que ça aussi, c'est un vrai point. Suivant les chaînes, elles n'ont pas toutes les mêmes budgets. Et au-delà de ça, suivant le budget, on peut être amené à revoir l'éditorial pour trouver des solutions budgétaires. Donc, voilà, tout ça est très lié et ce qui fait que le projet peut encore évoluer pendant plusieurs mois avant d'aboutir. Donc toi, là, pour la présentation et le suivi de ce projet, donc j'imagine que vous en avez plusieurs en parallèle. Oui, bien sûr. Forcément. On essaye de discuter au maximum avec l'ensemble des chaînes le plus souvent possible. Donc il y a plein de dossiers en cours. Ouais. Et en interne, vous avez des équipes qui sont chargées de chaque projet. Par exemple, sur la partie finance, vous avez quelqu'un... Nous, sur notre organisation, après ça dépend des sociétés, sûr, mais nous, on a une équipe créative qui est donc là en recherche d'idées, en accompagnement de projet. Et effectivement, suivant le projet, il va y avoir une personne plus ou moins responsable de ce projet qui va être un peu in charge d'y passer plus de temps que les autres. Après, on a une équipe financière avec un directeur des productions qui, là, lui, est là pour travailler l'aspect budgétaire avec moi. Et puis voilà, après, au début, c'est finalement que ces deux groupes-là qui travaillent. Après, quand il y a mise aux productions, si à un moment, il y a un go départ sur un programme et qu'on y va, là, tout de suite, c'est un producteur exécutif qui est pris, qui devient une charge du programme. Alors, des fois, il est impliqué si c'est en amont. Et parfois, ça arrive que quelqu'un, une fois que c'est signé, il débarque après. Oui, ça arrive. En fait, ça arrive. Ça dépend. Il y a plein de raisons à tout ça. Ça dépend du projet, ça dépend de la vitesse d'exécution des projets, parce que des fois, on a du temps, des fois pas. Donc, des fois, on a le temps de chercher la bonne personne, et puis des fois, on est un peu pris par le temps. Et puis après, ça dépend aussi si on a la chance d'avoir des producteurs en interne qui étaient impliqués avant sur les dernières phases d'écriture avec nous et qui ont pu prendre le train en marche. Ça, c'est super, c'est la meilleure config. Parce que comme ça, tout le monde est investi et c'est beaucoup mieux. Mais c'est pas toujours le cas, quoi. Et donc là, on arrive après à la phase où là, il y a le go de la chaîne. Donc là, démarre la mise en prod. Toi, quand ça démarre, là, on arrive sur l'opérationnel, vraiment. Toi, c'est quoi ta part d'opérationnel, de stratégique dedans ? Est-ce que tu vas jusque faire le casting, par exemple Alors, moi, je suis pas à la tête d'une boîte où il y a 150 projets non plus en production. Donc, mon organisation dépend aussi de ça. C'est le nombre de projets fait. Nous, on reste une petite boîte chez Banijay Productions. Moi, c'est sûr qu'il n'y a rien qui se passe sans que je m'en mêle, mais c'est dans ma nature. Donc voilà, mais les équipes me pardonnent, mais je pense que ça ne les dérange pas. Non, c'est effectivement le casting. Je ne fais pas passer les castings, du moins je le fais plus. Je le faisais à une époque, je le fais plus. Je fais pas passer les castings. Par contre, je visionne tous les précasts sélectionnés par mes producteurs et on décide ensemble, le producteur et moi, on prend des décisions communes et avec la chaîne aussi, d'ailleurs. Parce qu'une fois que nous, on a fait notre sélection, il y a la chaîne qui a son mot à dire. Ça, c'est sur les castings. Après, sur toute la phase qui va être d'écriture, de préparation, moi, j'interviens en instance de validation finale, en fait. Donc, eux, ils ont leur équipe, les équipes sont en place, ils avancent et ils me soumettent les choix des finalistes, voilà, et on prend des décisions communes. Il n'y a jamais qu'un seul point de vue sur un programme et il n'y a jamais complètement une bonne ou une mauvaise idée. Il y a juste plein de façons de voir et de raconter une histoire, donc on peut ne pas toujours être tous raccord. Ça ne veut pas dire que ma façon de voir les choses n'est pas forcément meilleure que celle du producteur qui va à ce moment-là penser autrement.
On va juste à un moment décider de prendre un parti et de se dire c'est à celui-là qu'on croit. Mais c'est un travail d'équipe, hein, vraiment. C'est pas un travail, ça se fait pas seul la télé du tout. Hein. J'imagine. C'est un vrai travail d'équipe. Et donc après sur la partie tournage, etc. C'est aussi des choses dans l'appareil. J'imagine que tu supervises un peu, mais ça t'arrive, j'imagine sur le tournage. Ouais, non, de moins en moins. J'y vais de temps en temps, mais de moins en moins, effectivement. Ça dépend un peu où ils sont et s'ils sont longs ou pas. Ouais. Voilà. Après, il y a des tournages que je fais dans leur intégralité, d'autres où je passe et d'autres où je ne passe pas, où je suis en instance de supervision par téléphone. Et tant pis pour le décalage horaire. Donc, en général, c'est plutôt ma vie qui est perturbée par ça que l'inverse, pas les tournages. Et j'ai surtout des équipes formidables avec des gens expérimentés qui ont toute ma confiance et qui sont au rôle de producteurs et qui sont donc là, eux, clairement, pour être là au quotidien et gérer la machine au quotidien. Et je leur fais confiance. Parfait. Tu disais tout à l'heure que dans ta nature, tu aimais bien mettre un peu tes mains, etc. Est-ce qu'il y a pour toi, il y a un bon état d'esprit, il y a des bonnes caractéristiques pour être un producteur? Après, j'imagine que ça dépend de plein de choses. Je crois que tout le monde... je suis pas sûre que deux producteurs travaillent de la même façon. Et Dieu merci, parce qu'on met tous en avant ce qu'on sait faire le mieux. Donc, moi, je pense que j'ai certaines qualités. Donc, je me suis entourée d'une certaine façon pour pallier à mes défauts. Okay. Et du coup, former un monde idéal. Donc voilà. Mais et je pense que d'autres personnes qui vont avoir d'autres points forts vont s'organiser différemment. Moi, je me fais confiance sur mon sens de l'histoire, sur mon sens de l'image. Donc, c'est vrai que je valide tout ce qui sort d'ici. Il n'y a rien qui part, rien ne part à la chaîne pour validation sans que je l'ai vu avant. Ça fait partie de ma façon de fonctionner. Après, il va y avoir d'autres choses sur lesquelles je vais plus m'adosser à mes équipes parce que je sais qu'ils sont meilleurs que moi sur certaines choses et qu'ils vont y aller le faire mieux que moi. Et par contre, je garde toujours un œil dessus parce que c'est aussi mon rôle de les sécuriser eux pour qu'ils puissent avancer. Donc pour ça, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Mais voilà, moi, mon rôle, c'est à la fois de sécuriser les productions, de les aider à faire les bons choix, de les accompagner, de les emmener dans une énergie, d'aller dégoter de nouveaux projets. Parce que c'est pour ça aussi que je suis pas en tournage tout le temps, parce que mon rôle, c'est de faire tourner cette boîte aussi. Ouais. Donc j'ai besoin d'être... sur ce qu'on fera plus tard, donc d'être sur la préparation, sur ce qui se tourne maintenant, mais aussi sur la communication après. Donc le rôle, il s'étale un petit peu dans le temps et j'essaye d'accompagner chaque équipe au mieux sur son rôle. Et est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu un rôle un peu chef d'orchestre en fait? Oui, c'est ça. C'est ça. Hein, c'est ça. Ok. Non, mais c'est ça, plus l'aspect... de supervision juridique, budgétaire, financière, mais ça c'est le côté un peu plus management quoi. Faut gérer la société aussi à tous les niveaux quoi. Mais donc est-ce que là sur la partie budget, il faut savoir, faut aimer aussi regarder les chiffres. Il n'y a pas le choix. Pour pas être producteur sans... Mais c'est là où ça m'arrange au début de ma carrière d'avoir fait de la production. Ouais, j'allais dire du droit. Le droit, et le droit aussi. Et le droit aussi, ça m'a servi. Finalement, tout sert toujours un jour. C'est OK. Parfait. On va arriver un peu sur la troisième partie. C'est... en gros, là, moi, mon constat aujourd'hui, c'est que le métier de producteur aujourd'hui, il est, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression qu'il a jamais été aussi prolifique. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'appels à projets. Il y a des nouvelles plateformes, il y a plus de chaînes de TNT, il y a le digital. Enfin, c'est mon sentiment qu'il y a de plus en plus de besoins de contenu. Après, je dis pas que c'est des meilleures conditions, mais en tout cas, il y a plus de besoins. Voilà, il y a YouTube aussi, mais en parallèle, voilà, il y a des plateformes qui vivent par elles-mêmes. On voit TikTok qui est en train de se monter, etc. Voilà, est-ce que ces nouveaux codes de production, parce que maintenant on voit des youtubeurs dans leur chambre qui font leur propre contenu, est-ce que ces nouveaux codes, ça va, tu penses, impacter le métier de production à l'avenir? Ou est-ce que finalement la télé ce sera un mode de consommation et un mode de production bien séparés et on va pas mélanger les deux choses? Je sais pas si c'est vraiment les nouveaux codes de production justement de ce qu'on trouve sur le digital, comme tu disais, les youtubeurs, etc. qui changent la donne. Ce qui change la donne, c'est effectivement le nombre de différentes méthodes de réseaux de diffusion en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement il y a la télé aujourd'hui, mais il y a les plateformes comme Netflix, Amazon et compagnie, mais il y a effectivement aussi toutes les aujourd'hui toutes les plateformes, tous les sites d'accueil de contenu, etc.
Moi, je trouve qu'en tant que producteur, c'est hyper intéressant d'être là à ce moment-là. Je suis ravie d'être mature dans mon métier au moment où tous ces changements arrivent, parce que du coup, de pouvoir y participer, c'est intéressant. Ça nous oblige à sortir un petit peu de nos pantoufles, pour dire les choses, parce que c'est vrai que la télé, elle avait peut-être besoin d'être un peu bousculée aussi. Et on est bousculé, c'est vrai, par l'arrivée des grosses plateformes, etc., qui offrent d'autres typologies de contenu, qui changent un peu la donne. Mais je trouve qu'au final, ça crée une excitation créative qui est intéressante. Donc Voilà. ça, c'est plutôt très bien. Mais c'est vrai que ça nous oblige aussi. Le digital prend plus de place. Alors, les plateformes comme Netflix, Amazon, c'est encore autre chose. Mais les programmes qu'on retrouve sur YouTube, etc., qui, eux, font surtout partie d'une économie qui est complètement différente. Ça nous oblige aussi à réfléchir et à trouver d'autres méthodes de production pour pouvoir réagir, d'être un petit peu présent sur tous ces domaines-là. Ça, c'est plutôt une bonne chose, je pense, de nous pousser à la réflexion permanente. Vous produisez par exemple des contenus pour, vous produisez des contenus pour la plateforme Sixplay, donc juste sur le contenu digital. Exactement. Donc ça, c'est déjà super. Et on a des projets digitaux très intéressants sur l'année 2020. Avec sur ces plateformes-là. Et pour le coup, ça, c'est très intéressant parce que ça nous a vraiment complètement obligés à réfléchir une nouvelle méthode de production pour pouvoir fournir et aussi de finalement réaliser des produits qui ressemblent sans ressembler. Donc, c'est vraiment intéressant, ça fait bouger les choses. Parfait. Il y a un autre sujet qui m'intéresse, si on regarde un peu là de façon plus... si on survole un peu plus et qu'on se rejette un peu dans le futur. Là, le podcast il s'appelle We Are All Media. En fait, il y a une question un peu sous-jacente qui est est-ce qu'au fond, on ne peut pas tous être un média aujourd'hui? Je dis ça parce que tu les connais bien. Il y a aujourd'hui les influenceurs, ceux qui passent notamment dans la télé-réalité, qui ensuite ont une vie à côté et vivent d'ailleurs de placement de produits. Est-ce que tu penses qu'on va vers un monde où en fait chaque influenceur ou chaque personne qui vont passer sur des médias traditionnels vont devenir un peu leurs propres médias? Ils vont même, parce que là je regardais, en tout cas dans la télé-réalité, les candidats, ils ont une vie entre les émissions. Après, ils ont leur propre, ils peuvent sur les réseaux sociaux, peut y avoir des clashs, des choses comme ça. C'est un peu comme s'ils construisaient un peu, même si c'est du réel, mais c'est comme s'ils construisaient un peu leur propre média, tu vois, à travers les réseaux sociaux. Oui, c'est comme si, avoir une story sur Instagram, c'est avoir sa chaîne YouTube, c'est pareil. C'est pareil, on est d'accord. Mais donc on arrive sur ce genre de... Alors oui, mais en fait, pour moi, c'est pas l'un n'annule pas l'autre. En fait, il y a une place pour tout et on le voit. On regarde pas la même chose quand on regarde une story Insta. C'est pas la même chose que de regarder un épisode de télé-réalité, par exemple, si on parle des candidats de télé-réalité. Il y a un moment, il y a deux faces. Enfin, c'est deux choses différentes qu'on vient chercher. Mais c'est pour ça que si demain la télé se mettait à raconter uniquement un suivi quotidien d'une personne de la même façon qu'il pourrait se filmer avec son téléphone, pour moi, ça n'a aucun intérêt. La télé, elle doit apporter autre chose. Bien sûr. La télé ou les plateformes, mais en tout cas, quand on propose un produit qui a été produit, justement, c'est le cas de le dire, on doit proposer autre chose que ce qu'on peut trouver sur les réseaux gratuitement et à toute heure. Sinon, il n'y a aucun intérêt à venir allumer sa télé ou son Netflix ou son Amazon, ce qu'on veut, mais il faut donner une raison de venir. Donc, je viens pour qu'on me raconte quelque chose de différent que ce que j'ai déjà vu. C'est là où il faut se méfier. Il faut pas qu'il y ait des programmes qui se mettent à naître et qui ressembleraient à une story en rajoutant peut-être deux beauty et un titre. Ça n'a aucun sens. Et puis, je suis complètement d'accord. Après, on serait sur un autre format et c'est pas l'usage. Exactement. Mais aujourd'hui, il y a des youtubeurs qui font des trucs super. Moi, je suis la première cliente, je regarde et pour moi, c'est ça n'annule pas forcément les programmes télé ne sont pas spécialement en danger à cause des chaînes YouTube ou des stories Insta. Et inversement, c'est pas parce qu'il y aura des bons programmes télé que les stories vont moins bien marcher. C'est deux consommations différentes. On vient pas les voir pour les mêmes raisons. Et c'est par contre très important que aujourd'hui la télé propose autre chose. Je suis complètement d'accord. Et est-ce que du coup vous réfléchissez à des formats où vous intégrez par exemple des youtubeurs ou en tout cas vous intégrez une mécanique marketing où vous intégrez les réseaux sociaux
dans la mécanique? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez ou vous séparez encore vraiment? Non, bien sûr. Quand on réfléchit, mais ça c'est déjà le cas, ça a déjà été amorcé depuis plusieurs années, mais quand on réfléchit à un programme télé, on le réfléchit en 360. C'est quels sont qu'est-ce qui peut accompagner le programme sur les réseaux et ça, c'est vraiment une démarche aujourd'hui qu'ont tous les producteurs et on essaye vraiment de le faire tous de plus en plus dans les moyens qui sont celles d'accompagnement des chaînes. Et c'est vraiment quelque chose auquel on travaille tout de suite d'entrée en même temps qu'on réfléchit l'idée, on réfléchit le 360. Ça, c'est sûr. Après, les programmes qui intègrent des youtubeurs, etc., c'est encore autre chose parce que c'est pas forcément un bon youtubeur sera pas forcément un bon client en télé. Ouais, et inversement. Ouais. Donc, je crois pas que ce soit un systématisme, mais je crois pas que le fait de prendre un youtubeur va forcément faire venir ses followers sur l'antenne. Donc, il faut pas y voir là quelque chose à prendre, plutôt des choses qui peuvent se compléter plutôt que de s'absorber. Absolument. D'ailleurs, j'ai vu, je sais pas si tu as vu Webedia qui est le MCN leader en France avec je sais plus combien de chaînes YouTube. Il va lancer sa chaîne télé, enfin digitale. Ouais. Je sais pas si ce sera télé, je pense pas, mais donc c'est marrant de voir que je suis curieux de voir ce que ça va donner parce qu'effectivement on va avoir des YouTubeurs dans des postes qui seront plus le leur, avec je pense qu'ils vont essayer. Ils vont garder le code un peu YouTube. Ouais, la logique vaudrait en tout cas. En tout cas, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est marrant de voir que finalement la télé restera. Il y aura toujours même si ce sera plus peut-être pas sur la TNT, mais il y aura toujours quand même cette envie de faire. On verra peut-être si avec les plateformes ça change un peu. Ils vont peut-être changer un peu la donne, mais les youtubeurs, il y en a plein où vous leur demandez de venir à la télé, ils en ont rien à faire. Hein. Ça les intéresse pas du tout et je les comprends. Ils sont sur un autre exercice. Et ils se régalent en général, en plus, c'est quand même très créatif, YouTube, donc ils ont bien raison. Est-ce que tu penses que le métier de productrice tel que tu l'as vu évoluer, toi, entre le moment où tu as commencé aujourd'hui, il a certainement dû un peu évoluer, peut-être pas d'ailleurs, et est-ce que tu penses qu'il va, dans les 5 prochaines années, il va encore beaucoup évoluer, ou finalement il va rester... Je pense que tous les producteurs doivent en permanence se poser la question d'évoluer. Il faut évoluer en permanence et on n'a pas le choix. Rester dans ce qu'on sait faire et vouloir ne faire que ça serait une erreur. Donc, je crois que c'est un métier qui évolue effectivement en permanence et qui va continuer à évoluer et encore plus effectivement avec l'arrivée des plateformes, etc. Donc ça, oui, le métier va continuer à évoluer sans aucun doute. Dès demain, il continue à évoluer. Mais même dans la façon dont vous faites un tournage, je sais pas, ou les moyens mis à dispo. Bien sûr que ça va continuer à avancer. C'est sans cesse en évolution, je pense, vraiment. Okay. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment où on se dit tiens, on refait comme la dernière fois. Enfin, nous, en tout cas, jamais. On se pose toujours la question. Donc je pense qu'inévitablement, comme je suis sûre que tous mes amis producteurs se posent toujours cette question aussi, ça va continuer à évoluer, oui. Parfait. Écoute, je te propose de passer à la dernière partie où là, c'est assez rapide. Je te pose des petites questions rapides et puis tu me réponds. Quels médias tu consommes, toi, aujourd'hui ? Plateforme et télé. Pas de réseaux sociaux Ah si, oui, c'est beaucoup. Je suis obligée d'avouer. Si. Les stories Instagram, quelque part. Ouais, Instagram, Snap. Okay. Facebook, beaucoup moins qu'à une époque. Et YouTube très peu. Enfin, pour le boulot, mais en privé, très peu. Ouais, ok. Ouais. Et plateforme, c'est Netflix, principalement. Amazon, Netflix, OCS, je suis accro. Tu les as toutes. Ok. Petite question aussi, parce que ça, c'est un truc, moi personnellement, qui m'intéresse. Je sais que ça intéresse des gens aussi. Alors, ça, c'est plus lié à ton mode de travail, mais est-ce que tu as des outils de productivité ? Est-ce que tu utilises des applications pour être plus productive, ou est-ce que tu as une organisation dans la journée Ouais, non, moi je communique beaucoup avec mes équipes par WhatsApp, c'est-à-dire qu'on se parle tout le temps. Okay. Que ce soit ceux qui sont en tournage ou en montage, je passe ma journée à faire des WhatsApp. Donc ça, c'est sûr que c'est un... Je pense que la pire chose au sein d'une équipe, c'est le manque de communication. Donc on passe notre temps à se parler. Sans s'appeler, on est devenu accro au voice note. Enfin, les gens ne se parlent plus, c'est désastreux, mais en tout cas, c'est super pratique. Et non, moi, je suis vraiment à l'ancienne. Sinon, moi, j'ai un cahier et tous les soirs, je me fais ma to-do list du lendemain et je raye toute la journée.
Voilà, je suis très classique. Non, mais c'est marrant, parce que c'est pareil, c'est aussi quelque chose qu'on me fait souvent. Enfin, je pose souvent la question à plein de gens, parce que moi, personnellement, ça m'intéresse. Et beaucoup de gens me disent stylo, papier et to-do list. Et je barre après. Et je barre. Ouais, moi aussi, je barre, je mets des couleurs, je griffonne, mais c'est... Comme quoi, on a beau inventer les smartphones. Ok, est-ce que tu as eu un mentor dans l'industrie, ou est-ce qu'il y a une personnalité que tu admires, pas forcément que tu as rencontré, mais qui t'a inspiré, ou des gens, tu vois, tu citais des gens dans ton parcours tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens comme ça que tu as suivi? Oui, voilà, moi, il y a des gens qui m'ont fait confiance et que j'admire, et en l'occurrence, sans vouloir du tout user la flatterie, moi, j'admire totalement la personne pour qui je travaille, c'est-à-dire Stéphane Courby. Je trouve qu'il a un parcours extraordinaire, je le trouve fascinant, j'aime beaucoup et je suis très fière de travailler pour lui. Surtout que ça fait maintenant plusieurs années, donc je suis vraiment contente. Après, j'ai croisé des gens super. Je pense qu'il y en aurait beaucoup et que j'oublierais des noms. J'ai vraiment, moi, croisé souvent beaucoup de gens intéressants dans ce milieu-là. Il y a aussi d'autres gens avec qui j'ai pas du tout accroché, ou voilà, mais j'ai souvent rencontré des gens très intéressants. Parfait. Dernière question. Pour les personnes qui écouteraient ce podcast et qui ont des projets d'émission, ou veulent monter une société de prod, ou qui veulent travailler plus globalement dans le secteur, est-ce que tu as un conseil à leur donner? Tu parlais, alors moi j'essaie de me rappeler un peu ce que tu m'as dit, mais j'ai retenu que fallait être patient déjà. Faut pas vouloir aller trop vite, ça c'est vrai. Trop vite, faut beaucoup travailler, ce que tu disais aussi. Est-ce que tu as un autre conseil peut-être à donner? En tout cas, il faut vouloir faire ça parce qu'on aime ça. Il faut pas chercher la télé ou le contenu en général, le fait de passer à l'antenne, de passer sur les réseaux, d'avoir une certaine visibilité, ça rend fou tellement de gens. J'ai toujours pas compris, après autant d'années d'expérience, pourquoi il y a des gens qui cherchent à être connus pour être connus. En fait, c'est vraiment un truc, ça je ne comprends pas. Donc il faut vouloir aimer ce métier, aimer le faire, vouloir le faire. C'est effectivement un métier qui demande beaucoup, beaucoup d'implication, qui prend beaucoup de temps. On sauve pas des vies humaines, donc il faut relativiser. On fait que de la télé, donc il faut le prendre avec quand même calme. Et il y a toujours une excitation autour de la télévision, comme si on était en train d'être les rois du monde. Pas du tout. Mais alors pas du tout, on l'est pas du tout. On est des gens qui bossent tous les jours, qui viennent, qui se battent pour leurs idées. Par contre, ça c'est important parce qu'il faut avoir quand même un petit niveau de confiance en soi pour oser aller présenter des idées qui sont les siennes à des chaînes en se disant oui, je vous assure ça va marcher. Donc c'est pas si simple. Mais en tout cas voilà, une fois qu'on a ça, après faut aimer le travail en équipe et il faut y croire. Et je crois qu'il faut pas aller trop vite. Parce que moi, je pense que si aujourd'hui, je suis pas trop mauvaise dans ce que je fais, c'est parce que je suis passée par beaucoup de postes différents, que j'ai pris le temps de grandir, que j'ai pas voulu... j'ai jamais cherché à être spécialement la numéro 1. J'ai suivi les projets, les gens. En tout cas, moi, ça m'a réussi. Et je trouve que c'est un peu plus sain de fonctionner comme ça, surtout que de chercher à être vu, connu ou quoi que ce soit. Et c'est super, on va terminer là-dessus. Juste, est-ce que si les gens veulent te suivre, est-ce que tu es actif sur LinkedIn, Instagram, Twitter? Oui, pas sur Twitter. Je suis pas sur Twitter, mais sur tout le reste, oui. Sur tout le reste, ok. Je mettrai en référence. Ouais. Merci Florence. De rien, merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.